De retour dans l'Africa Newsroom pour la deuxième partie. Notre éditorialiste Sami Mochtabi nous a rejoint. Bienvenue Sami. Et nous sommes toujours en compagnie de nos éditorialistes Jean-François Kandji-Kompé et Daoud Attal. Tout de suite le dossier du jour. Dans les petites catégories au football, les sélections africaines dominent les autres nations. Le Nigeria a remporté pour la 5e fois la Coupe du Monde des moins de 17 ans le 8 novembre dernier. Le Ghana a lui remporté la Coupe du Monde des moins de 20 ans en 2009. Alors qu'à l'inverse, en Coupe du Monde senior, jamais une sélection africaine n'a dépassé les quarts de finale. Reportage au Gabon de notre correspondant Douglas Toutoum. Le Nigeria a remporté pour la 5e fois la Coupe du Monde des moins de 17 ans le 8 novembre 2015 au Chili. Une date historique pour le football africain. Cette finale de Coupe du Monde 100% africaine, la deuxième après celle du Mondial Cadet 93, démontre la qualité des jeunes footballeurs africains. Dans les petites catégories, les sélections africaines ont le plus souvent rivalisé et parfois surclassé leurs homologues d'Europe, d'Amérique latine ou du Brésil. Mais à la différence des grandes nations de football, le suivi des performances des petites catégories n'est pas convenablement assuré sur le continent. La preuve, les performances baissent au fur et à mesure que l'on évolue vers les catégories seniors. Comment expliquer ce déphasage entre les petites et les grandes catégories? En Afrique, la qualité de la formation, la qualité des infrastructures et le suivi des joueurs demeurent un défi à relever. Pourtant, les pays tels que le Ghana, le Nigeria ou encore le Mali arrivent à surclasser les sélections allemandes, françaises ou brésiliennes lors des grands rendez-vous de football en catégorie inférieure. Pour les spécialistes, les raisons sont nombreuses. Aujourd'hui, si nous gagnons dans les catégories inférieures, sur le plan international, et qu'en senior, nous n'arrivons pas à gagner, il y a beaucoup de questions aussi que nous devons nous poser. Comment est-ce que les jeunes portugais, français et brésiliens et espagnols que nous arrivons à battre dans les catégories des U20 ou U23 et U17, 4 ans après en Coupe du Monde, nous n'arrivons plus à battre les mêmes que nous avons battus lorsque nous étions dans ces catégories des jeunes. Il y a deux choses. Ou pendant cette période-là, il y a des joueurs qui ont pris d'autres directions, ou alors on a pris de l'âge. Même si il y a aussi un gros problème, c'est que nous avons aussi beaucoup de jeunes africains qui, à un moment donné, à un certain âge, refusent de jouer avec leur sélection d'origine. Positionner le football gabonais et africain en général parmi les meilleurs au monde passe nécessairement par la mise en place d'une politique sportive basée sur les centres de formation. Ceux-ci, intégrés ou non au sein des clubs, devraient servir de catalyseur pour élargir et enseigner aux jeunes les fondamentaux du jeu. Mais surtout, constituer un véritable vivier de talents sur le continent capable de tenir dans le temps. Il y a beaucoup de talents en Afrique, mais il n'y a pas ce qu'on appelle de la formation. Il faut une bonne formation pour une bonne évolution. Pour pouvoir avoir du talent, mais s'il n'y a pas un bon travail, il n'y a pas de réussite. Il y a beaucoup de talents, les Africains sont talentueux, mais il faut, n'est-ce pas, des formateurs de base. C'est-à-dire que les formateurs qualifiés, qui maîtrisent pour expliquer un schéma, pour expliquer une stratégie, il faut avoir de la connaissance technique ou tactique. Dans l'univers de la formation, les jeunes athlètes développent des valeurs d'engagement malgré les difficultés que rencontrent de nombreux clubs ou centres de formation implantés en Afrique. Les difficultés, je peux citer les maillots. On n'a pas encore une série d'entraînement jusqu'à présent. Et pendant les matchs, des fois, on n'a pas de soigneuses ou de soigneurs. Des fois, on se blesse et nous-mêmes, on se débrouille avec. Et des fois, les matériaux manquent. Comme par exemple, moi, je suis blessé, je n'ai pas joué le match, mon second a joué. Et voilà, jusqu'à présent, c'est moi qui me débrouille à soigner ma plaie. Se donner les moyens de vivre ses rêves grâce à ses capacités athlétiques, mais aussi intellectuelles, reste la motivation première de nombreux jeunes. Une cohabitation pas toujours facile à gérer. Bon, par exemple, le matin, par à l'école, au retour, je viens d'entraînement, après les entraînements le soir. Je prends les cahiers, je révise, après je dors. Les difficultés qu'on rencontre, c'est, par exemple, à l'école, quand vous jouez au foot, vous êtes parfois perturbé. Bon, l'école n'est pas parfois concentrée. À partir de cette formation, je compte devenir un grand joueur africain parce qu'on nous forme très bien. Si aucune politique de gestion de carrière des joueurs de football n'existe au Gabon, il n'en demeure pas moins que la Fédération gabonaise de football ne manque pas de prendre attache avec les jeunes susceptibles de mettre leur talent au service du pays.
comme je le disais, ça dépend des projets des fédérations sportives. Quels sont ceux qui veulent faire la formation? Pourquoi faire la formation? Qu'est-ce que nous voulons atteindre comme objectif? On se donne les moyens pour atteindre certains objectifs. Or là, vous venez de parcourir, vous avez vu des jeunes qui sont bien volontaires. Un entraîneur qui a en pré-formation des Benjamins, il a peut-être 40, 50 éléments pour un ballon. Qu'est-ce qu'il peut faire comme travail? Est-ce qu'il est accompagné? Est-ce que les enfants sont assurés? Est-ce que les enfants sont suivis? Est-ce que le formateur lui-même est formé? Je pense qu'avec la nouvelle génération des entraîneurs, il y a déjà un suivi. Bon, c'est aussi beaucoup plus le manque des moyens et le manque de sérieux dans tout ce qu'on fait. On peut avoir des moyens, mais si on n'est pas sérieux, on ne peut pas évoluer. Donc il faut beaucoup de sérieux dans tous les domaines. Le football africain, notamment dans les catégories seniors, ne produit pas toujours les résultats qu'on attend de lui. Ces contre-performances s'expliquent souvent par les carences des joueurs associés aux politiques sportives nationales qui sont souvent très peu efficaces. Pour pallier ce phénomène, plusieurs pays ont mis en place des stratégies de formation des jeunes et des encadreurs. Certains spécialistes affirment que les joueurs africains sont talentueux mais pêchent par leur manque de suivi. Samy, c'est un vrai paradoxe aujourd'hui, cette Afrique qui domine le football chez les jeunes, mais pas au plus haut niveau. Oui, exactement. C'est vrai que c'est impressionnant cet écart entre les sélections seniors et les sélections juniors. C'est une domination extrême en junior, on peut le citer. C'est quand même sur les 16 éditions de la Coupe du Monde des moins de 17 ans. 11 finalistes africains, 7 vainqueurs africains, 5 fois le Nigeria, 2 fois le Ghana. Vous avez cité aussi le Ghana vainqueur de la Coupe du Monde des moins de 20. On peut aussi citer le Cameroun vainqueur des Jeux Olympiques en 2000 et le Nigeria en 96 avec des sélections de moins de 23 ans. Donc c'est une domination que l'on pourrait qualifier même de sans partage comparée aux seniors qui n'ont jamais réussi à dépasser le stade des quarts de finale en Coupe du Monde. Alors d'après vous, c'est dû à quoi? Un manque de suivi? On parle souvent d'un manque de suivi, d'un manque de moyens? Pour être honnête, je pense qu'il y a plusieurs raisons. Il y a des raisons que je trouve valables. C'est clair qu'au niveau économique et au niveau financier, je pense que oui, il y a un manque de moyens. J'aime pas trop utiliser cette rengaine-là en Afrique. Enfin, pour le sport africain, on utilise souvent cela dans le football. Mais c'est vrai que oui, c'est un manque de moyens, un manque de suivi surtout. Et je pense, oui, c'est vraiment le manque de suivi, donc un manque de moyens. On n'épaule pas assez le jeune joueur africain. Un jeune joueur africain qui dispute cette compétition, souvent ce sont des joueurs qui viennent des clubs locaux. Ils ont entre 16 et 18 ans, ils n'ont pas d'agent. Ils sont vraiment motivés pour faire une grande compétition. C'est aussi un facteur, c'est un facteur qui compte dans leur bonne performance. Et donc, voilà, ils sont attirés par l'appât du gain. Le joueur africain n'est pas cher, il faut bien se l'avouer. Ils ne sont pas bien renseignés. Et souvent, ils partent très jeunes en Europe, sans avoir le bagage, on va dire, pour pouvoir survivre dans cette ère hostile qu'est le football européen. Jean-François, ça vous interpelle, cette baisse de niveau avec l'âge? Ben, je ne suis pas sûr, Fanny, que ce soit le niveau qui baisse. Hein. C'est les performances qui baissent. Mais le niveau est... À mon avis, on ne devient pas excellent jusqu'à 20 ans, 19 ans, et puis tout d'un coup, on tombe. Il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'encadrement, de la manière dont on valorise aussi le sport, et le foot en l'occurrence. Il y a bien des pays. Ce n'est pas un hasard d'ailleurs si parmi les équipes qui ont été mentionnées, il n'y a qu'un seul pays francophone qui était le Cameroun. Naturellement, ça vaut pour les jeunes comme ça vaut pour les anciens. On les appellera les anciens. Pour les anciens. Mais je pense qu'il y a... les facteurs sont à la fois ces facteurs techniques, financiers, infrastructures, parce que c'est tout ce qui fait que le gamin qui joue très bien au foot rêve non pas de rester chez lui ou d'aller dans telle ou telle équipe chez lui, mais rêve d'Europe. Parce qu'en Europe, il a l'image d'un football qu'on valorise beaucoup plus en Afrique qu'on ne valorise nos propres talents. Et puis en même temps, il n'a pas du gain. En Europe, il touchera ce qu'il ne peut pas gagner en Afrique. On a, à chaque compétition, nous savons combien nos gouvernants sont attachés aux performances de leurs équipes. Et juste une petite anecdote qui me reste sur le cœur à propos du foot, quand même. Parce que j'étais à Bangui lorsque l'équipe centrafricaine, dans les conditions qu'on connaît, a battu l'équipe de RDC 3-0. Hein, ils n'ont même pas trouvé l'argent
pour payer un avion ou même une pirogue pour qu'ils traversent le fleuve et qu'ils aillent jouer le match retour. Bon, évidemment, on est là dans des situations extrêmes, mais ça montre l'attachement que l'on a, les priorités que l'on fixe, la solution est à la fois économique, politique, qu'on se reconnaisse un tout petit peu, plutôt que d'aller chercher des gamins qui ont été récupérés par des équipes européennes. À partir de ce moment-là, on leur attache plus de valeur que quand ils étaient encore chez nous. Ça participe de tout. Les pays africains et les Africains en règle générale, ils aiment bien ce qui brille, mais qui brille en Occident. Et là, on peut le récupérer. Alors justement, Samy, quelle stratégie de soutien au football africain sur le continent, même si les jeunes s'exportent beaucoup? Justement, ça exige beaucoup de moyens, Jean-François l'a dit. On a quelques académies, comme Diambars par exemple, ou à Abidjan, l'académie Jean-Marc Guillou, qui vont en ce sens justement, qui forment le joueur entièrement, l'entourent, pour ensuite l'accompagner jusqu'en Europe. Donc ce genre d'académie, de centre de formation doit se multiplier en Afrique pour justement éviter ce phénomène de partir à 16-17 ans sans encadrement et se perdre dans un grand club, puisque voilà, arriver là-bas, la concurrence est rude, le joueur obtient un très gros cachet, il n'est pas habitué à une telle somme d'argent, souvent il vient d'un pays très pauvre, donc voilà, ça va très vite, il est attiré par d'autres choses et il finit dans un club moyen sans avoir pu exploiter vraiment son potentiel, et cela nuit forcément à l'équipe nationale. Depuis l'arrêt Bosman en 1995, cet arrêt qui donc permettait d'avoir plus de joueurs extracommunautaires dans les équipes européennes, cet arrêt a tué en quelque sorte le football africain, puisque s'est développé un marché du joueur africain très rémunérateur pour les agents. Oui, Jean-François. Les joueurs africains à qui on s'empresse de donner la nationalité pour qu'ils puissent profiter de l'arrêt Bosman. Les meilleurs, ils peuvent venir, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Ils ont la nationalité avant même de monter dans l'avion, parce que le principe de l'arrêt Bosman, c'est que les joueurs de la nationalité des États membres de l'Union européenne circulent librement, on peut en avoir autant qu'on veut. Donc, bon, c'est une filière aussi. Alors, Daouda, quel regard portez-vous sur l'accompagnement des jeunes joueurs africains sur le continent? L'accompagnement, effectivement, ça manque quand même en termes d'équipement, en termes d'infrastructures liées au foot, en termes justement d'encadrement global. Samy a cité l'exemple de Diambars et du centre ivoirien également. Donc là, il y a des réponses qui commencent à être données justement par des anciens internationaux qui du coup reviennent au bercail, on va dire, pour aider les jeunes à la fois sur le plan scolaire, sur le plan physique, sur le plan technique, etc. Donc je pense que c'est vraiment ça la solution. Il faut que tout le monde y contribue, tout le monde mette la main à la pâte, comme on dit. Et puis, parce que je pense vraiment que cette notion de relève, elle est importante. Si on a des jeunes, disons, à bas âge, si les footballeurs, les sportifs sont bien préparés, il y a des chances aussi qu'ils puissent avoir des performances plus importantes plus tard. Et puis, dernier élément que je peux rajouter, c'est dire que moi, je constate, en tout cas dans les équipes nationales, de plus en plus que porter le maillot national, mouiller le maillot, comme on savait le voir, autant ça manque un petit peu. Si je prends l'exemple de mon pays, le Sénégal, qui a une équipe avec de très bons joueurs dans le championnat européen, mais qui n'arrive pas à faire grand-chose, à la fois au niveau africain aujourd'hui. Voilà, donc ça reste quand même problématique. Et je trouve que peut-être parce qu'ils partent trop tôt ou pas, bon, peut-être que Samy pourra apporter une réponse. Alors Samy, en parlant d'encadrement, les entraîneurs locaux réussissent plutôt bien à la tête des équipes jeunes. Pourquoi est-ce qu'on n'applique pas la même devise chez les seniors en gardant ces entraîneurs locaux? Parce que voilà, en fait, justement, comme vous expliquez, en gros, quand on est avec les sélections jeunes, eh ben c'est pas les mêmes recettes, c'est pas les mêmes bénéfices. Et c'est une question de gros sous, c'est une question aussi un peu politique, puisqu'on ne veut pas prendre le risque. On sait la place qu'a le football en Afrique, on va dire même dans tous les pays africains. Faut pas se voler la face. Donc ils peuvent pas, avec les jeunes, on peut accepter l'échec, on peut accepter les défaites, puisque le peuple, pardon l'expression, mais s'en fout un peu. On est content quand ça gagne, mais le plus important reste la sélection A, qui est vraiment l'équipe fanion et l'équipe qui représente le plus le pays au niveau international.
Alors pour en venir à cette CAN des moins de 23 ans qui va avoir lieu au Sénégal, est-ce que c'est un vrai tremplin? Est-ce que ça va être révélateur des futurs Eto'o, Drogba? C'est possible, bien sûr, c'est souvent le cas. À chaque tournoi, ça perle. Il y a souvent 4-5 joueurs qui ressortent. Là, on l'a vu avec le petit Victor Osimhen, qui a été extraordinaire durant le mondial des moins de 17 ans avec le Nigeria. Il avait inscrit 10 buts, qui était le record de cette compétition. Il a été surclassé pour être avec la sélection des moins de 23. Donc ça risque d'être un des phénomènes que les recruteurs de toute l'Europe vont suivre. Oui, c'est clair que pour eux, c'est une mine d'or qui va se produire devant leurs yeux. Il y aura beaucoup de scouts étrangers dans les gradins. Oui, ça c'est sûr que ce tournoi va être très épié. Merci. Et tout de suite, un rappel des titres qui ont été développés en début de cette émission. Les représentants de 5 pays africains et ceux des organisations internationales se donnent rendez-vous à Alger le 1er décembre 2015. L'objectif est de trouver une issue au conflit libyen. Au programme des négociations, la formation d'un gouvernement d'union nationale et la coordination des efforts dans la lutte contre le terrorisme. Et les 29 et 30 novembre prochains, le pape François sera en Centrafrique. Une visite placée sous haute sécurité en raison de la situation et des derniers regains de tension. À Bangui, le pape compte inviter les Centrafricains à entrer dans une nouvelle phase en sortant de la spirale des vengeances. Samy, merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. Nous allons marquer une nouvelle pause un instant, la troisième partie de l'Africa Newsroom.